À 58 ans, je suis devenu SDF volontairement. Non, je n'ai pas perdu la raison et je ne me suis pas ruiné au jeu. Je l'ai fait dans une salle d'audience, en regardant droit dans les yeux la femme avec qui j'avais vécu 27 ans. J'ai dit « Donnez-lui tout, l'appartement, la voiture, les comptes ». Claire souriait. Elle me regardait avec une expression triomphante, comme on regarde un vieux citron pressé qu'on peut enfin jeter. Elle pensait que c'était sa victoire. Elle ne savait pas que ma signature sur ce document n'était pas une capitulation. C'était la détente d'un piège que j'avais préparé pendant 2 mois. Un piège qui allait se refermer exactement 1 minute après qu'elle sorte de cette salle. Je raconte cette histoire pour que vous sachiez. Parfois, pour gagner, il faut donner à l'ennemi tout ce qu'il demande, avec sa propre cupidité en prime. Et croyez-moi, ce récit vaut la peine d'être écouté jusqu'au bout. En attendant que je rassemble mes pensées, dites-moi en commentaire d'où vous venez. J'aimerais connaître la géographie de mes amis. Mes amis, je comprends que des histoires de trahison et d'effondrement familial comme celle-ci sont malheureusement monnaie courante. Et peut-être que l'un d'entre vous vit quelque chose de similaire en ce moment même. Permettez-moi de me présenter humainement. Je m'appelle Marc Dubois. J'ai 58 ans, et pendant près de 30 ans, j'ai travaillé comme ingénieur en surveillance technique et contrôle de construction à la mairie de Lyon. Vous savez en quoi consiste mon travail? Je cherche les défauts cachés. Je suis celui qui arrive sur un beau chantier, tape avec un marteau sur le mur et dit « Il y a un vide ici, refaites-le ». Je suis quelqu'un de calme, méthodique, peut-être même un peu ennuyeux dans la vie quotidienne. Il s'avère que j'étais un piètre inspecteur pour ma propre maison. J'ai raté une fissure qui s'était propagée le long du mur porteur principal, et je ne l'ai remarqué que lorsque le plafond a commencé à me tomber sur la tête. Dans la salle du tribunal d'instance, j'étais assis à la table massive réservée aux parties, les paumes posées sur le bois laqué et frais, et je sentais distinctement dans ma poitrine un cerceau de fer invisible mais lourd, qui se serrait puis relâchait péniblement sa prise. À côté de moi, se penchant vers mon oreille, mon avocat Georges Mercier chuchotait avec cette prudence qu'on emploie habituellement avec quelqu'un qui se tient au bord d'un toit élevé. « Marc, écoutez-moi. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ça maintenant. On peut faire une pause. On peut négocier. » Mais je secouais à peine la tête, regardant droit devant moi. J'avais depuis longtemps cessé de discuter avec l'inévitable, parce que ma profession m'avait enseigné en 30 ans une vérité simple. Quand la structure porteuse est pourrie, un simple ravalement de façade ne servira à rien. Il faut soit démolir, soit partir. En face de moi était assise Claire, ma femme, la femme avec qui nous avions partagé une vie, une table et un lit, pendant 27 ans entiers. En cet instant, elle avait l'air d'être venue non pas pour détruire une famille, mais pour signer un contrat commercial avantageux de fourniture de béton. Veste sombre stricte, cheveux tirés en queue de cheval impeccable, menton relevé avec arrogance. Elle regardait le juge calmement, même avec une certaine nonchalance ennuyée, et énonçait ses exigences d'une voix égale, dénuée de tout pathos, comme si elle énumérait simplement des postes dans un devis de construction. Elle voulait obtenir l'appartement, la voiture, toutes nos économies familiales que nous avions accumulées pendant des années, les comptes et son entreprise en totalité sans partage. Elle voulait absolument tout. Et ce n'est qu'après une courte pause qu'elle ajouta 2 mots qui me transpercèrent plus fort que tout, plus fort que la perte de n'importe quel argent, sauf le fils. Elle renonçait à Thomas, notre fils de 19 ans, ce même garçon pour qui, pendant 2 décennies, je m'étais levé avant l'aube pour aller travailler, sans me permettre de faiblesse ou de maladie, celui pour qui nous mettions de côté chaque centime pour ses études et endurions toutes les privations. Le silence s'installa dans la salle. Le juge, un homme âgé aux tempes grises épaisses et au regard infiniment las, leva les yeux de ses papiers,
retira ses lunettes et me demanda, regardant par-dessus la monture, si je confirmais ces conditions pour le moins accablantes. Lentement, surmontant la lourdeur dans mes genoux, je me levai de mon siège, redressai les épaules, inspirai cet air poussiéreux et dis fermement « Je confirme, votre honneur ». Et quand Claire, déjà certaine de sa victoire écrasante, apposa une large signature sur le document, je prononçai doucement, mais si distinctement que chaque personne dans cette salle m'entendit, « Donnez-lui tout ». Pendant une fraction de seconde, les gens autour, la greffière, l'huissier, l'assistant occasionnel avec sa liasse de papier, semblèrent cesser de respirer d'étonnement. Claire se permit un sourire à peine perceptible de triomphe, parce qu'elle pensait sincèrement avoir gagné cette partie. Dans de tels moments, on ne sourit pas de joie, mais de la sensation enivrante d'avoir un pouvoir total sur autrui. Et elle me regardait à ce moment-là comme un vieux canapé affaissé qu'il aurait fallu depuis longtemps amener à la déchetterie municipale. Elle ne savait pas encore que ce moment, cette seconde même de son triomphe, je l'avais préparé minutieusement et froidement pendant 2 longs mois. Mais ce matin-là, il me semblait que je regardais une fin qui s'était en réalité produite bien avant cette audience. Tout avait commencé par un petit mensonge que, à ma honte, j'avais trop longtemps ignoré. C'était une nuit ordinaire, du mardi au mercredi, sans rien de remarquable. Je me suis réveillé au milieu de la nuit profonde. Il était environ 2 heures. Pour mon âge, c'était malheureusement devenu une raison habituelle de réveil. Quand l'organisme cesse tout simplement de respecter le sommeil, que le cœur se met à battre et que les pensées envahissent la tête sans permission. J'étais allongé, écoutant le silence de l'appartement. Et soudain, avec un frisson désagréable, je compris qu'il n'y avait personne à côté de moi. Le lit à ma droite était vide et avait déjà eu le temps de refroidir. Prudemment, en essayant de ne pas faire grincer le lit pour ne pas réveiller Claire si elle était simplement sortie boire de l'eau, je me levai et marchai pieds nus dans le couloir sombre. Les planches du sol étaient désagréablement froides, et dans l'obscurité sur le mur, les cadres de nos photos de famille scintillaient faiblement à la lumière de la lune. Je les connaissais par cœur. Voici Thomas avec ses dents de devant cassées, tenant fièrement un bouquet de glaïeuls le jour de la rentrée. Le voici tenant un énorme brochet lors de notre partie de pêche commune sur la Saône. Et voici notre photo de mariage, où Claire et moi sommes si jeunes, naïfs et heureux. Comme si c'étaient des gens complètement étrangers que je n'avais vus qu'au cinéma. J'étais presque arrivé à la salle de bain quand je remarquai une lumière étrange. Une lueur bleutée non naturelle qui coulait de l'encadrement de la porte de la cuisine. Je m'arrêtai malgré moi, parce que de la lumière à cette heure-là, c'est toujours quelque chose de pas normal et d'inquiétant. Surtout quand le fils ne dort pas à la maison, mais dans sa résidence universitaire. Je m'approchai silencieusement de la cuisine, sur la pointe des pieds, et vis Claire. Elle se tenait près du plan de travail, dos à moi, en simple t-shirt de maison, avec les cheveux détachés sur les épaules. Dans sa main, elle tenait son téléphone, l'approchant presque de son visage. Son pouce courait à une vitesse incroyable sur l'écran. Elle tapait, effaçait ce qu'elle avait écrit, tapait à nouveau, et en même temps, elle souriait. Vous savez, ce n'était pas ce sourire de service qu'une femme adresse à son mari au petit déjeuner ou en regardant une comédie. C'était le sourire d'une femme qui se sentait soudain jeune, désirée, vivante. C'était le sourire de quelqu'un qui a un doux secret. Je ne lui avais probablement pas vu cette expression depuis 10 ans. Elle rayonnait de l'intérieur dans cette lumière de téléphone. Je me figeai dans l'embrasure de la porte, comme transformé en statue de sel, et la regardai en silence. Elle était tellement absorbée qu'elle ne me remarquait absolument pas, comme si j'étais un meuble. Je fis un pas prudent plus près, juste assez pour que mon regard, habitué après des années de travail à remarquer des défauts microscopiques dans le béton, puisse saisir l'écran par-dessus son épaule. Le contact en haut du chat était simplement marqué d'une seule lettre, D.
Dans la conversation, des phrases défilaient qui ne brûlaient pas les yeux, mais directement les entrailles, laissant un vide noir calciné. J'ai hâte de commencer notre nouvelle vie. Quand tu seras enfin libéré, tu ne porteras plus ce lourd fardeau. Fardeau. Ce mot me frappa plus fort que tout. Pas Marie, pas Marc, même pas vieux. Fardeau. 27 ans de vie, l'éducation de notre fils, les rénovations sans fin, mes gardes de nuit, le crédit immobilier que j'avais remboursé par anticipation en hypothéquant ma santé, toutes nos fêtes et nos peines. Tout cela s'appelait maintenant en un seul mot, fardeau, qui l'empêchait de s'envoler. Je ne me précipitais pas dans la cuisine en criant. Je ne lui arrachais pas le téléphone des mains pour le fracasser contre le mur. Je ne hurlais pas « Qui est ce dé ?» bien que probablement n'importe quel homme normal à ma place aurait tout démoli. Mais je ne criais pas. Je suffoquais simplement. L'air devint soudain dense comme du coton et ne passait plus dans mes poumons. Aussi silencieusement qu'un voleur dans sa propre maison, je reculais dans l'obscurité salvatrice du couloir. Mes jambes devinrent molles et désobéissantes. J'arrivai jusqu'à la salle de bain, fermai la porte au loquet, allumai la lumière vive et blessante, et regardai mon reflet dans le miroir. De là nous regardait un homme aux tempes complètement grises, avec des rides profondes autour des yeux, avec un visage sur lequel venait de se révéler une fatigue mortelle, non pas du travail, mais de la vie elle-même. Je voyais devant moi un fardeau. Je me rinçai le visage plusieurs fois à l'eau glacée, essayant de laver cette vision, mais l'eau coulait dans mon cou sous le col et je n'avais pas froid. J'étais pris d'un tremblement fin et désagréable. Je retournai dans notre lit commun et m'allongeai, tourné vers le mur, tout au bord. Claire revint une vingtaine de minutes plus tard. Je sentis le matelas s'affaisser sous son poids et entendis sa respiration égale et calme. Elle s'endormit presque instantanément, comme quelqu'un dont la conscience est tranquille, parce que devant elle se trouvait une nouvelle vie. Et moi, je restais immobile, regardant le plafond sombre jusqu'à l'aube, écoutant mon cœur battre de façon sourde et irrégulière. Cette nuit-là, pendant que la ville dormait, je compris clairement pour la première fois une chose terrible. Ma maison, ma forteresse, avait déjà commencé à s'effondrer. Simplement, la poussière n'avait pas encore eu le temps de retomber et personne d'autre que moi n'entendait le craquement des poutres qui se brisaient. Le matin, je me levai comme d'habitude au son du réveil. Claire était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner et fredonnant quelque chose de léger. « Bonjour Marc », dit-elle gaiement, sans même se retourner de la cuisinière. « Bonjour », répondis-je. Ma voix était rauque, étrangère, comme si j'avais gardé le silence pendant une semaine. Je m'assis à table et la regardai. Elle avait l'air heureuse, énergique, pleine de force, telle que je me souvenais d'elle dans sa jeunesse. Et à ce moment-là, une deuxième vague me submergea, non pas de colère, mais d'un calme glacial et terrible de professionnel. Je pensais, si je fais un scandale maintenant, si je commence à demander des explications, elle partira simplement, claquera la porte, prendra ses affaires, demandera le divorce, m'accusera de tyrannie, et je resterai le vieux con coupable. Mais quelque chose en moi, une sorte d'intuition d'ingénieur, me soufflait « ce n'est pas simplement une banale aventure extra-conjugale ». Les phrases sur « te libérer » et « fardeau » ne me laissaient pas en paix. Cela ne sonnait pas comme un coup de passion, cela sonnait comme un plan, comme une froide stratégie de liquidation d'entreprise. Je décidai de me taire, je décidai d'observer. J'enfilai le masque d'un mari calme, un peu fatigué et aveugle, qui ne remarque rien au-delà de son assiette. Mais à partir de ce moment, je commençai à regarder ma femme et ma maison comme je regardais les fissures dans le béton, attentivement, sans passion et en enregistrant chaque détail. Et très vite, je remarquai que de notre maison disparaissait discrètement, brique par brique, petit objet par petit objet, la vie elle-même. Vivre avec quelqu'un qu'on soupçonne de trahison
ressemble à vivre dans une maison située dans une zone de glissement de terrain. Les murs sont apparemment en place, le toit ne fuit pas, mais on sent dans sa peau comment la terre sous les fondations glisse lentement, centimètre par centimètre, vers l'abîme. Les semaines suivantes se transformèrent pour moi en une torture raffinée du silence. Je rentrais du travail, enlevais mes chaussures, me lavais les mains et m'asseyais pour dîner en face de Claire, écoutant ses récits sur de nouveaux clients et des affaires réussies. J'acquiesçais, souriais au bon moment et posais des questions de routine. Mais je regardais ses mains qui coupaient le pain et je ne pensais qu'à une chose. Ces mêmes mains écrivent la nuit des messages à quelqu'un nommé D, lui promettant une liberté prochaine me concernant. Ces dernières années, Claire s'était passionnée pour le homestaging, une pratique à la mode. En termes simples, elle préparait des appartements à la vente ou à la location, apportait des meubles, installait le bon éclairage, accrochait des tableaux, disposait des vases de fleurs séchées pour que l'acheteur potentiel entre et tombe amoureux de l'atmosphère dès le seuil. Autrefois, j'étais sincèrement fier de ses succès, car Claire avait toujours eu un goût excellent. Elle savait transformer n'importe quelle boîte grise en bijoux, et les gens la payaient volontiers pour cette métamorphose. Mais après cette nuit-là, je commençais à remarquer des bizarreries dans son entreprise qui ne cadraient en aucune façon avec la logique habituelle du travail de décoratrice. D'abord, des objets commencèrent à disparaître de notre maison. Au début, c'était presque imperceptible, comme l'eau qui érode goutte à goutte la pierre. Le premier à disparaître fut l'ancien service en porcelaine de grand-mère. De la vraie porcelaine de Limoges, fine, presque transparent à la lumière, avec de délicats myosotis bleus qui étaient restés dans le vaisselier pendant des décennies et ne sortaient que pour les grandes fêtes. Je remarquai l'étagère vide un samedi matin en cherchant le sucrier. « Claire, où est le service ?» demandai-je aussi indifféremment que possible, sans lever les yeux du journal. Claire ne broncha même pas, continuant d'arroser les fleurs sur le rebord de la fenêtre. Je l'ai pris pour un chantier dans le centre historique. C'est un appartement dans un immeuble ancien, haut plafond, moulure. Il fallait exactement ce genre d'accent vintage pour la séance photo. Ne t'inquiète pas, on prend les photos et je le rapporterai intact. Cela semblait logique, cela semblait professionnel. Si je n'avais pas vu la conversation, j'aurais cru sans réserve. Mais les jours passèrent et le service ne retourna jamais sur l'étagère. Ensuite disparurent 2 chaises viennoises. C'était ma fierté personnelle. Je les avais trouvées dans une brocante dans un état lamentable. J'avais moi-même gratté 10 couches de vieille peinture, moi-même poncé, recouvert de vernis coûteux, et retapissé les sièges avec un nouveau tissu. Il y avait là-dedans non pas simplement du temps investi, mais la chaleur de mes mains. Quand je demandais après elle, la réponse était déjà prête d'avance. « Marc, tu sais bien, les meubles rétro sont au sommet de la mode en ce moment. J'ai un chantier difficile en suspens. Il fallait créer rapidement du charme dans la zone salle à manger. Je les rapporte dans 1 semaine, dès qu'on trouve un locataire. » Mais le coup le plus douloureux qui faillit me faire craquer fut l'histoire du fauteuil. Cela arriva un mardi ordinaire, quand Thomas et moi étions allés au garage faire la vidange de ma voiture et avions été absents de la maison une bonne moitié de la journée. Nous revînmes fatigués, affamés, rêvant simplement d'allonger nos jambes devant la télévision. Nous entrâmes dans le salon et je sentis immédiatement que quelque chose clochait. La pièce semblait orpheline. La géométrie familière du confort était perturbée. Mon fauteuil en cuir préféré, usé, qui avait pris au fil des ans la forme de mon dos, dans lequel je lisais le soir et dans lequel je berçais le petit Thomas quand ses dents poussaient, avait disparu. À sa place, dans le coin, gisait pitoyablement et ridiculement un informe pouf de couleur jaune citron criard, qui détonnait dans notre salon classique comme une fourchette en plastique lors d'une réception royale.
« Maman, où est le fauteuil de papa ?» demanda Thomas avec étonnement, figé sur le seuil avec ses clés à la main. Claire était assise devant son ordinateur portable, tapant rapidement sur le clavier, et répondit sans même tourner la tête, avec cette légèreté désinvolte qu'on emploie pour chasser une mouche importune. « Oh les garçons, ne commencez pas. Le fauteuil est parti dans une résidence de standing dans un bureau. Le client est très exigeant. Il lui fallait du prestige, du statut. Et ce pouf, je l'ai mis temporairement pour que l'endroit ne reste pas vide. Patientez quelques jours, je vous rends votre trésor. » Thomas se tourna lentement vers moi. Dans ses yeux, habituellement si clairs et calmes, je vis un mélange de désarroi et de lourds soupçons d'adulte. Il me regardait comme s'il demandait sans mots. « Papa, tu vois bien que c'est du mensonge. Tu ne vas quand même pas laisser faire ça ?» À ce moment-là, j'eus envie de hurler, de jeter ce ridicule pouf contre le mur et d'exiger qu'elle remette tout en place. Mais je me souvins du fardeau. Je me souvins de la libération. Si je fais une scène maintenant à cause d'un fauteuil, elle m'accusera de mesquinerie, de l'empêcher d'évoluer, et nous glisserons dans une querelle domestique banale dans laquelle je perdrai parce que je ne connais pas toute la vérité. Je serrai les dents si fort que mes mâchoires se crispèrent. J'acquiesçai brièvement à mon fils et dis doucement, presque en chuchotant, « D'accord, Thomas, maman travaille, on verra ça plus tard, va dans ta chambre. » Mon fils me regarda avec une déception non dissimulée, mais se tut et alla dans sa chambre, fermant fermement la porte. Ce son de porte qui se ferme me frappa plus douloureusement qu'une gifle. Je compris que je ne perdais pas simplement des meubles. Je perdais le respect de mon propre fils, qui voyait comment on sortait des morceaux de notre maison. Et son père se taisait. Mais je devais me taire. J'avais besoin non pas de soupçons, mais de preuves en béton armé. J'avais besoin de comprendre l'ampleur de la catastrophe. Cette nuit-là même, après avoir attendu que la maison plonge dans le sommeil, je m'habillai silencieusement et descendis au garage. Le garage était mon refuge, mon royaume masculin, où ça sentait l'essence, le vieux bois et le calme. Mais aujourd'hui, cette odeur ne semblait être celle de l'inquiétude. Dans le coin éloigné, Claire avait récemment demandé de libérer pour son matériel de travail, s'était dressé tout un mur de cartons soigneusement empilés. J'allumai une lampe portative faible, pour que la lumière ne soit pas visible de la rue, et m'approchai de ce mur. Sur chaque carton, de l'écriture ample et assurée de Claire, des inscriptions au marqueur avaient été faites. Chantier centre, chantier neuf, textile, déco, personnel. Mon cœur battait quelque part dans ma gorge. Je sortis mon couteau de poche et, prudemment, en essayant de ne pas endommager le scotch, j'ouvris le premier carton marqué « Déco ». À l'intérieur, il n'y avait aucun vase à la mode ni statuette design pour la vente. Il y avait nos albums photos de famille, ceux-là même que nous collections depuis la première année de notre vie. Des albums qui devaient être sur une étagère pour que les petits-enfants puissent les feuilleter. J'ouvris le deuxième carton, marqué « Textile ». Il y avait non pas des rideaux pour clients, mais nos couettes d'hiver en duvet, des parures de lit coûteuses qu'on nous avait offertes pour notre anniversaire de mariage, et même mon plaid en laine préféré. J'ouvrais carton après carton, et avec chaque nouvelle découverte, le froid en moi devenait de plus en plus fort, chassant les derniers restes d'espoir. Des livres de ma bibliothèque, des éditions rares d'architecture, la collection de vinyles que nous avions rassemblés dans notre jeunesse, un service de couvert en argent. Cela ne ressemblait absolument pas à un entrepôt temporaire d'accessoires pour le business. Cela ressemblait à du pillage. Claire ne faisait pas simplement sortir des meubles pour gagner de l'argent. Elle vidait méthodiquement, froidement et avec calcul tout ce qui constituait notre histoire commune, notre mémoire, notre fondation matérielle. Elle ne préparait pas simplement un départ,
Elle cambriolait notre famille pendant que nous dormions, emballant notre vie dans du carton pour l'emporter dans sa nouvelle vie avec quelqu'un nommé D. Elle remplaçait les objets de qualité, les nôtres, par de bons marchés ersatz, nous habituant à vivre dans le vide, tandis qu'elle construisait son avenir sur les décombres de notre passé. Je refermai le dernier carton, lissai soigneusement le scotch pour qu'on ne voie pas de traces d'ouverture, et m'assis sur un vieux seau retourné, celui sur lequel j'avais autrefois appris au petit Thomas à me passer les clés à molette. Mes mains tremblaient, mais dans ma tête régnait la clarté. Maintenant, je savais avec certitude. Ce n'était pas une crise relationnelle, c'était la guerre. Et l'ennemi n'était pas aux portes, il était à l'intérieur de la forteresse, et il vidait méthodiquement les munitions. Mais même alors, assis dans le garage froid, au milieu de notre vie emballée, je n'imaginais pas à quel point la trahison était profonde. Je pensais qu'elle ne prenait que des objets. Je me trompais. Les objets n'étaient qu'un écran de fumée. Le vrai coup, celui qui me fit voir noir et me fit vaciller sur mes jambes, m'attendait quelques jours plus tard, quand je décidai de vérifier ce que je considérais comme intouchable. Après cette nuit dans le garage, quand je vis nos vies emballées, je compris que le pillage dans notre propre appartement n'était que la partie visible de l'iceberg, la pointe qui dépassait au-dessus de l'eau noire. Si quelqu'un est capable de sortir en cachette des albums photos de famille et de les faire passer pour des accessoires, alors cette personne n'a probablement aucun frein moral dans d'autres domaines non plus. J'étais assis dans ma voiture devant le bureau, regardant l'asphalte gris du parking, et je sentais comment fonctionnait en moi le mécanisme froid du soupçon professionnel. Si les fissures sont apparues sur la façade, c'est que les fondations sont déjà depuis longtemps minées par les eaux souterraines. Je devais vérifier ce qui constitue le système sanguin de toute famille, nos finances. Le soir, quand Claire alla prendre sa douche, laissant son téléphone en charge dans le salon, je ne le touchais pas. Parce que je n'avais pas besoin de ces conversations amoureuses, j'avais besoin de chiffres. Je pris ma tablette et me connectai à l'application de notre banque pour vérifier le compte d'épargne commun que nous appelions notre matelas de sécurité. Nous n'avions pas touché à cet argent pendant des années, le gardant en cas de maladie, de réparation urgente ou de malheur imprévu. Je me souvenais qu'il y a encore 3 mois, il y avait une somme équivalente à environ 12 000 €, ce qui pour notre famille était une garantie de sommeil tranquille. Quand la page se rafraîchit, je sentis mon estomac se nouer. Sur l'écran brillaient des chiffres dérisoires et moqueurs. Un peu plus de 4 000. Je commençais à parcourir l'historique des opérations, sentant mes doigts se glacer à chaque ligne. L'argent ne partait pas en grosses tranches pour ne pas éveiller les soupçons, mais en un ruisseau constant et insistant. Retrait d'espèces au distributeur, virement vers un compte inconnu de moi, paiement de factures que nous n'avions jamais discuté. Claire vidait notre argent commun méthodiquement et soigneusement, laissant juste assez pour que je ne remarque pas la disparition d'un coup d'œil rapide, mais suffisamment peu pour que ce compte ne puisse plus sauver personne. J'étais assis dans le salon sombre, écoutant le bruit de l'eau dans la douche, et je comprenais qu'on me volait non pas dans une ruelle, mais ici même, sur mon propre canapé. Et c'était une personne à qui j'avais confié les clés du coffre qui faisait ça. Mais même cette découverte, comme il s'avéra plus tard, n'était qu'une légère commotion avant le coup vraiment dévastateur. L'argent sur le compte commun, c'était quand même notre argent commun, et formellement, elle y avait droit. Même si c'était ignoble, le vrai cauchemar m'attendait 3 jours plus tard, un vendredi. Quand je rentrais du travail plus tôt et que par habitude je regardais dans la boîte aux lettres de l'immeuble, parmi les prospectus publicitaires et les factures d'électricité, se trouvait une enveloppe blanche, épaisse, avec le logo de la banque où était conservé le fonds éducatif de notre fils Thomas. Nous avions ouvert ce compte quand Thomas avait seulement 5 ans, et nous nous étions mis d'accord que c'était une réserve intouchable, un territoire sacré, où nous mettrions de l'argent chaque mois, quelles que soient les difficultés.
Nous nous refusions des vacances supplémentaires. Je prenais des gardes et des petits boulots le week-end. Claire économisait sur les vêtements. Tout ça pour qu'à 20 ans, notre garçon ait un départ. J'attendais le chiffre final par cœur, à l'euro près. 25 200 €. Ce n'étaient pas des millions, mais c'était la liberté pour notre fils. La possibilité d'étudier où il voulait, et pas où c'était moins cher. Et de ne pas commencer sa vie d'adulte avec des dettes. J'ouvris l'enveloppe directement dans la cuisine, sans même enlever mes lourdes chaussures de travail, et déplier la feuille pliée en 3. Mon regard glissa machinalement vers la ligne « solde final », s'attendant à voir la somme familière avec les intérêts accumulés. Il y avait un 0. Simplement un gros 0 typographique, suivi du vide. Je clignai des yeux, pensant que ma vue se troublait de fatigue, mais le chiffre ne changea pas. Je retournai la page d'une main tremblante et trouvai la ligne de la dernière opération. Virement total des fonds. Date 14 février. Autorisation CD. Bénéficiaire SARL. Style projet. 14 février. La Saint-Valentin. Quelle ironie monstrueuse et cynique. Ce jour-là, pendant qu'elle offrait probablement à son D des cadeaux et des mots d'amour, elle a payé cette fête avec l'avenir de notre fils. Autorisation CD. Claire Dupont. C'était sa signature, son accès et son droit en tant que deuxième titulaire du compte, qu'elle avait utilisé pour couper le cordon ombilical non pas avec moi, mais avec son propre enfant. Je composais le numéro de la ligne d'assistance de la banque et, pendant que j'écoutais les sonneries, je priais pour que ce soit une erreur du système. Un bug, une attaque de hacker, n'importe quoi, mais pas la vérité. Mais la voix polie et indifférente de l'opératrice confirma ma sentence. Le virement est parfaitement légal, Monsieur Dubois, initié par la deuxième titulaire du compte, Madame Claire Dupont, dans le respect total des procédures de sécurité. Les fonds sont partis vers le compte d'une personne morale. Vers quel compte ? Demandai-je, sentant ma voix se casser, se transformant en râle. Où exactement est parti l'argent de mon fils ? Malheureusement, sans l'autorisation de l'initiateur du virement, nous n'avons pas le droit de communiquer aux tiers les détails du bénéficiaire. C'est le secret bancaire, répondit-elle avec une phrase apprise qui sonna comme une gifle. Je posai le téléphone sur la table et le regardai longtemps, comme si c'était un objet d'une autre planète. 25 000 €, 20 ans de vie, les espoirs de Thomas. Tout cela avait disparu en une seconde, dissous dans l'air, au gré d'une femme qui avait décidé de commencer une nouvelle vie. Je sortis de la maison parce que soudain, les murs se mirent à me presser comme une presse, m'assis dans la voiture sur le parking et regardai simplement le volant. Puis j'allai au garage, m'assis sur ce même seau retourné et me couvris le visage de mes mains. Vous savez, je ne pleurais pas. Les ingénieurs ne pleurent pas quand un pont s'effondre. Ils cherchent les causes de l'effondrement. Mais quelque chose en moi mourut définitivement. À ce moment-là, mourut le mari aimant. Mourut l'homme qui espérait tout arranger par des conversations. Mourut celui qui voulait sauver les apparences et se séparer pacifiquement. Si elle n'avait pris que mon argent, j'aurais probablement pardonné ou laissé tomber. Qu'elle s'étouffe avec. Mais elle avait pris l'argent de Thomas. Elle avait volé l'avenir d'une personne que nous devions tous les deux protéger de notre propre vie. Et dans ce silence du garage, au milieu de l'odeur d'essence et de poussière, naquit en moi une décision froide, aiguisée comme un scalpel. Je ne crierai pas. Je ne ferai pas de scandale qui lui donnerait un prétexte pour me présenter comme un agresseur et faire d'elle une victime. Je ne la supplierai pas de rendre l'argent, parce que je savais qu'elle ne le rendrait pas. J'agirais comme j'agis lors d'un accident sur un chantier. Documenter chaque millimètre de destruction, rassembler les preuves de négligence et préparer un rapport pour le tribunal. Le lendemain matin, j'appelai mon vieil ami de l'armée, Georges Mercier.
Maintenant, c'était un avocat réputé en ville, spécialisé dans les procédures de divorce, un homme dur, pragmatique et qui ne tolérait pas les pleurnicheries. Nous nous rencontrâmes dans un café discret près de la route, où on servait un café fort, légèrement amer, et où les serveuses connaissaient les habitués de vue. Je lui exposai tout ce que j'avais, sans cacher un seul détail, même le plus honteux. La conversation nocturne que j'avais réussi à photographier, les objets qui disparaissaient, le compte commun qui se vidait et, enfin, le relevé avec le solde zéro du fonds éducatif. Je parlais de façon régulière, sèche, comme lors d'une réunion de chantier, énumérant les faits, les dates et les sommes, essayant de ne pas laisser les émotions dans ma voix. Bien que sous la table, mes mains serraient mes genoux jusqu'à ce que les jointures blanchissent. Georges m'écoutait attentivement, sans m'interrompre, prenant des notes dans son carnet d'une écriture soignée et fine, et secouait seulement la tête de temps en temps quand je citais un nouveau chiffre. Quand je terminais, il retira ses lunettes, les essuya avec le bord de sa chemise et me regarda de son regard lourd et pénétrant. « Écoute, Marc, dit-il d'une voix dans laquelle claqua le métal. Si tu commences maintenant une guerre ouverte, si tu fais un scandale ou si tu essaies de bloquer les comptes, elle va immédiatement se mettre en défense totale. Elle commencera à cacher les traces, à transférer les biens à son amant, à brûler les documents et traînera la procédure pendant des années jusqu'à ce que tu te ruines en avocat. C'est ce que tu veux ? Non, répondis-je fermement. Je veux protéger mon fils. Je veux récupérer ce qui lui appartient de droit. Alors nous ferons autrement. Georges se pencha vers moi à travers la table, et sa voix devint plus basse, mais plus pesante. Nous allons nous taire. Nous allons documenter chacun de ses pas, chaque euro dépensé, chaque chaise volée. Qu'elle pense que tu es un vieux aveugle, sourd et faible. Qu'elle se sente victorieuse. Au tribunal, ce qui compte, ce ne sont pas les émotions, mais le papier. Nous allons constituer sur elle un tel dossier que quand la vérité éclatera, elle n'aura rien pour se défendre. Es-tu prêt à jouer le rôle de la victime docile, pour porter un seul coup, mais mortel, à la fin? Je regardais par la fenêtre, où les gens se hâtaient pour leurs affaires, ne soupçonnant pas quel drame se jouait aux tables voisines, et je me souvins de l'enveloppe vide avec des zéros. « Je suis prêt, dis-je. Dis-moi ce que je dois faire. » Georges ouvrit une nouvelle page dans son carnet et écrivit en haut un seul mot. Audit. Pour commencer, nous devons comprendre où exactement est parti l'argent de ton fils. Tu as dit que le bénéficiaire était SARL Style Projet. Nous devons savoir qui est derrière et à quoi il dépense cet argent. As-tu accès à son ordinateur portable ou sa tablette? Je pense que je peux y accéder, répondis-je, me souvenant que Claire jetait souvent son vieil ordinateur portable de travail dans le garage, le considérant comme de la vieille ferraille inutile. À ce moment-là, je ne savais pas encore que le contenu de cet ordinateur portable allait m'ouvrir un secret qui bouleverserait toute ma compréhension de celle avec qui j'avais vécu ces 27 ans. Je pensais chercher des malversations financières, mais je trouvais la clé de la destruction totale de son monde illusoire. À partir de ce jour, je commençais à mener une double vie dont même les personnes les plus proches ne soupçonnaient rien. Le jour, j'étais le Marc Dubois d'avant, ingénieur calme à la mairie, qui vérifiait les devis et engueulait les entrepreneurs pour du béton de mauvaise qualité. Et le soir, en franchissant le seuil de ma propre maison, je me transformais en ombre silencieuse, en espion en territoire ennemi. J'appris à regarder ma femme et à ne pas voir en elle la femme aimée, mais à voir un objet d'observation qui représentait une menace potentielle pour la sécurité de mon fils. C'est une compétence terrible. Être assis à la même table, passer le sel, discuter de la météo et en même temps calculer exactement comment cette personne prévoit de te détruire. Mon principal allié dans cette enquête silencieuse fut Claire elle-même,
ou plus précisément, son insouciance criminelle, propre aux gens qui sont certains de leur totale impunité. Elle m'avait tellement rayé de la carte, me considérant comme un vieux fardeau inamovible, qu'elle ne prit même pas la peine d'effacer ses traces dans l'espace numérique. La clé de l'énigme était littéralement sous mes pieds, dans le garage, sur cette même étagère où je gardais les pneus d'hiver et les outils. Là, parmi ces vieux magazines, poussiérait son vieil ordinateur portable de travail qu'elle avait abandonné 6 mois plus tôt en s'achetant une nouvelle tablette à la mode. Claire était convaincue que cette antiquité ne fonctionnait plus, mais moi, en tant qu'ingénieur, j'avais l'habitude de réparer, pas de jeter. J'attendis le samedi, quand Claire partit pour un nouveau chantier. En fait, j'étais sûr qu'elle allait à un rendez-vous avec Dimitri. Je récupérai l'ordinateur portable dans la maison, le branchai sur le secteur et appuyai sur le bouton de démarrage, me sentant comme un perceur de coffre-fort. L'écran cligna, le système se chargea et, ô miracle de la paresse humaine, il n'y avait pas de mot de passe à l'entrée et tous les comptes dans les messageries et les mails s'ouvrirent automatiquement, tirant l'historique des conversations depuis le cloud. Je m'assis dans le fauteuil, ce même pouf bon marché qui remplaçait maintenant mon meuble préféré, et commençai à lire. C'était comme plonger dans un égout sans combinaison de protection. Je ne lisais pas simplement une correspondance amoureuse d'une femme qui s'ennuyait, mais les chroniques d'un véritable recrutement. Dimitri, ce mystérieux D, travaillait professionnellement, comme un escroc expérimenté à la confiance. Au début de leur échange, daté de l'année dernière, il y avait beaucoup de sirop, compliments, mots sur l'affinité des âmes, plaintes sur la solitude. Mais plus je feuilletais, plus se dessinait clairement un seul objectif de cet homme, l'argent. Ma petite Claire, ma reine, j'ai trouvé un local formidable pour notre futur bureau, mais il faut verser la caution avant vendredi, sinon il nous file entre les doigts, écrivait-il en décembre. Ma chérie, je comprends que c'est difficile pour toi de te décider pour le divorce, mais tant que tu dépends financièrement de ton mari, nous ne pourrons pas construire notre empire, pressait-il en janvier. Cet imbécile ne remarquera rien. Fais des virements par tranche. Dis que c'est pour l'achat de matériaux, conseillait-il en février. Je lisais ces lignes, et mes cheveux se dressaient sur ma nuque d'horreur et de dégoût. Claire n'était pas simplement tombée amoureuse. Elle était tombée sous l'influence d'un prédateur qui pompait méthodiquement ses ressources, jouant sur ses ambitions et sa lassitude du mariage. Mais le plus intéressant ne m'attendait pas dans la correspondance, mais dans le dossier documents, où Claire, à ma surprise, conservait des brouillons de la comptabilité de son entreprise. J'ouvris un fichier intitulé « Récapitulatif annuel » et en parcourant les tableaux des yeux, je faillis siffler. De l'extérieur, son entreprise semblait prospère et florissante. Belles images sur les réseaux sociaux, avis enthousiastes, occupation constante. Mais les chiffres, qui comme on sait ne mentent jamais, dressaient un tableau de catastrophe. La société Style Projet était en faillite. Je vis d'énormes trous de trésorerie, des factures impayées aux fournisseurs de meubles pour plus de 8 000 €, des retards de loyer d'entrepôt et, ce qui est le plus terrible pour tout entrepreneur, des montages frauduleux pour échapper aux impôts. Elle acceptait des paiements en liquide sans les passer par la caisse, mais faisait les dépenses par carte, créant des ciseaux fiscaux qui la menaçaient non pas simplement d'amende, mais d'une affaire pénale. Et là, le puzzle de l'argent de Thomas se compléta définitivement. Claire avait pris les 25 200 € du fonds éducatif, non pas pour les investir dans le développement. Elle avait simplement bouché un trou avec. Dans un navire en train de couler, elle avait jeté l'avenir de son fils dans la chaudière de ses ambitions, essayant de sauver une entreprise qui était déjà morte pour ne pas perdre la face devant son amant. Dans le relevé, je trouvais la transaction du 15 février. L'argent du fils arriva sur le compte de la société et dès le 16 février, la majeure partie de la somme fut retirée en liquide au distributeur.
L'initiateur du retrait était un certain Orlov Dimitri, ce même D. Il n'investissait pas un centime dans leur affaire commune. Il la trayait simplement comme une vache, prenant le cash, pendant qu'elle prenait tous les risques et toutes les dettes. J'eus un désir brûlant, presque insupportable, de trouver ce Dimitri et de le regarder dans les yeux. J'ouvris le navigateur et commençai à chercher des informations via les sources ouvertes. Heureusement, aujourd'hui sur Internet, on peut trouver un dossier sur n'importe qui, si on sait chercher. Dimitri Alexandrovitch Orlov, 45 ans, agent immobilier. Trouver son profil sur le réseau social fut l'affaire de 2 minutes. Et ce que je vis me fit rire amèrement dans le silence de l'appartement vide. Sur la photo de profil se tenait un homme sûr de lui avec un sourire aux dents blanches. Et dans le statut, il était écrit « Heureux en mariage ». J'ouvris l'album photo. Voici Dimitri embrassant une belle femme d'une 40aine d'années. Légende, Makatia, 20 ans ensemble. Voici eux avec leurs enfants à la station de ski. Photo téléchargée il y a seulement une semaine, quand il écrivait à Claire qu'il mourait de langueur dans la solitude. Voici eux fêtant l'anniversaire de la belle-mère. Ils n'étaient pas divorcés, ils ne prévoyaient même pas de divorcer. Ils menaient un double jeu, utilisant cyniquement Claire comme source d'argent facile, lui racontant des contes sur sa vie malheureuse et sa libération prochaine. Je regardais l'écran, où la famille heureuse des Orlov me souriait depuis la photographie, et je sentais un mélange étrange de jubilation et de pitié. Claire détruisait sa vraie maison, trahissait son mari et volait son fils pour une illusion, pour une bulle de savon qui éclaterait au premier contact de la vérité. Elle pensait aller vers une nouvelle vie, mais en fait, elle marchait droit vers le précipice. Et Dimitri la poussait aimablement dans le dos. Et à ce moment-là se dressa devant moi le choix moral le plus difficile de toute cette histoire. Je pouvais tout de suite imprimer ces photos, les jeter à la figure de Claire et dire « Regarde, idiote, pour qui tu nous as trahis ?» Cela aurait été juste. Cela l'aurait sauvée de l'effondrement final. Peut-être qu'elle se serait ressaisie, qu'elle aurait rampé à genoux, et nous aurions... Non. Je me souvins de l'enveloppe vide de Thomas. Je me souvins de ses yeux quand il demandait après le fauteuil. Je me souvins du mot « fardeau ». Elle avait franchi la ligne au-delà de laquelle le sauvetage devient complicité. Si je lui ouvrais les yeux maintenant, elle pourrait avoir peur, se tapir. Mais l'argent du fils, elle ne le rendrait pas. Il est chez Dimitri. Et si je me taisais, si je lui permettais de commettre cette erreur jusqu'au bout, j'aurais une chance de la punir comme elle le méritait. Le lendemain, je rencontrai à nouveau Georges. Je posais devant lui les impressions avec les indicateurs financiers de l'entreprise de Claire et les données sur Dimitri. Georges étudia les papiers, siffla et me regarda avec respect. « Marc, tu comprends ce que tu viens de trouver ?» demanda-t-il, tapotant du doigt le tableau des dettes. « Ce n'est pas simplement du matériel compromettant, c'est notre stratégie de victoire. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» ne compris-je pas. « Regarde. » Georges entoura au stylo la somme des arriérés fiscaux et des dettes envers les fournisseurs. Au total, ça fait près de 65 000 € si on compte les amendes et les pénalités qui vont inévitablement tomber. Cette entreprise n'est pas un actif, c'est une bombe à retardement. Il se renversa dans son fauteuil et sourit d'un sourire d'avocat prédateur. Claire veut le divorce. Elle veut le partage des biens. Parfait. Nous allons lui donner ce qu'elle demande. Nous allons lui proposer un accord dont elle ne pourra pas refuser à cause de sa cupidité. Nous lui donnerons toute l'entreprise en entier, et avec l'entreprise, selon la loi, lui reviendront aussi toutes ses dettes et obligations. « Et l'appartement ?» demandai-je. « L'appartement, il faudra le donner, Marc, sinon elle ne signera pas. Mais crois-moi, quand cette bulle éclatera, elle devra vendre et l'appartement et la voiture pour rembourser les créanciers. En revanche, tu te mettras hors de portée. Tu cesseras de répondre de ses dettes,
Tu sauveras ta pension et ta liberté. Ça s'appelle un cheval de Troie. Nous lui offrons son propre rêve qui va l'enterrer. Je l'écoutais et je comprenais que c'était un plan cruel. Un plan qui me laisserait sans toit au-dessus de la tête, dans un appartement en location avec une seule valise d'affaires. Mais c'était la seule façon de sortir de cette guerre avec une conscience tranquille et un sentiment du devoir accompli envers mon fils. « Prépare les papiers, Georges, dis-je. Nous commençons l'opération. » 3 jours plus tard, Claire rentra à la maison plus tôt que d'habitude. Elle avait l'air excitée, les yeux brillaient d'un éclat fiévreux. Elle jeta son manteau directement sur le sol, passa dans la cuisine où Thomas et moi dînions, et, sans s'asseoir à table, prononça la phrase que j'attendais depuis 2 mois. « Il faut qu'on parle. Je demande le divorce. » Je reposais lentement ma fourchette, regardais mon fils qui s'était recroquevillé sur sa chaise, pâle comme un linge, et tournais mon regard vers ma femme. « D'accord, dis-je calmement. Discutons des conditions. » Elle fut même décontenancée par mon calme. Elle s'attendait à des cris, des supplications, des scènes, mais j'étais prêt. Je savais que dans mon porte-document se trouvait déjà un projet d'accord qui deviendrait sa condamnation. Claire se tenait au milieu de la pièce dans son manteau, sans se déchausser, comme une invitée qui serait passée pour 1 minute et se dépêcherait de partir. Son visage était ferme, décidé. Mais moi qui la connaissais depuis près de 30 ans, je voyais comment les coins de ses lèvres tremblaient. C'était l'adrénaline. Elle avait enfin osé prononcer les mots qu'elle répétait dans ses conversations avec Dimitri depuis des mois. « Je suis malheureuse, Marc, » dit-elle, regardant quelque part à travers moi vers le mur. « J'étouffe dans ce mariage. Je veux une autre vie. Je veux être libre. » J'étais assis à table, les mains jointes. Thomas, notre fils, était assis à côté, la tête baissée. J'entendais sa respiration saccadée. Pour lui, c'était un coup de couteau dans le dos. Pour moi, la fin attendue du spectacle. « Bien, Claire, » répondis-je d'une voix qui me parut terriblement calme. « Si tu as décidé ainsi, je ne vais pas te retenir. On ne peut forcer personne à aimer. » Elle cligna des yeux, s'attendant manifestement à une autre réaction. Des cris, des reproches, des tentatives de l'arrêter. Mon accord la déstabilisa, mais lui donna aussitôt de l'assurance. Elle déboutonna son manteau, s'assit en face et passa immédiatement aux choses sérieuses, abandonnant le lyrisme. « Je veux qu'on règle tout de façon civilisée, sans tribunaux ni saleté, » prononça-t-elle, du ton qu'elle employait habituellement pour négocier avec les fournisseurs de meubles. J'ai préparé une liste de ce que je considère comme un partage équitable. Elle sortit de son sac une feuille de papier pliée et la posa sur la table. Je ne la pris même pas. Je savais ce qui était écrit dessus. « Parle, dis-je. L'appartement me reste, c'est ma maison. J'y ai mis mon âme. J'ai fait la décoration ici. De toute façon, il est trop grand pour toi. Tu trouveras quelque chose de plus simple. La voiture aussi. J'en ai besoin pour le travail, pour transporter du matériel. La maison de campagne? Bon, tu peux prendre la maison de campagne, bien qu'elle nécessite des investissements, donc il vaudrait mieux la vendre et partager l'argent. » Elle fit une pause, inspira profondément et continua plus doucement, mais plus durement. « Et l'entreprise, la SARL Style Projet. Je veux que tu renonces à ta part. Tu ne t'en es jamais occupé, c'est mon bébé. Je veux en être l'unique propriétaire, complètement. » Je la regardais dans les yeux. Il y avait de la cupidité dedans, cette même cupidité aveugle sur laquelle Georges et moi avions monté notre piège. Elle avait peur que je réclame une part des futurs millions que Dimitri lui promettait. Elle voulait tout prendre pour ne pas partager sa nouvelle vie. « Claire, demandai-je doucement. Et Thomas, tu as pensé à l'endroit où il vivra, avec quoi il étudiera ?» Claire haussa les épaules avec irritation. « Thomas est déjà adulte. Il peut vivre avec moi dans sa chambre. Et pour les études, c'est un garçon intelligent. Il entrera en formation gratuite ou prendra un prêt étudiant, comme tous les gens normaux en Amérique. »
Ne fais pas de lui un invalide. » Et là, Thomas, qui jusqu'alors était resté immobile comme une statue, leva soudain la tête. Son visage était rouge. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais sa voix résonna de façon inattendue, claire et en colère. « Maman, où est mon argent ?» Claire se figea. « De quoi tu parles ?» demanda-t-elle, mais ses yeux se mirent à fuir. « Le fonds éducatif, » articula clairement mon fils. « Papa m'a dit que tu l'avais fermé. Où sont les 25 200 € que vous mettiez de côté pour mon université ?» Dans la cuisine, le silence se fit si profond que j'entendis le bourdonnement du réfrigérateur. Claire me lança un regard fulgurant de haine pure. « Tu le lui as dit ?» Je lui répondis avec un calme glacial. C'était son argent. « C'était un investissement », commença-t-elle à se justifier, mais sa voix trembla de façon révélatrice. « Je l'ai placé dans l'entreprise pour qu'il travaille. Il reviendra, Thomas, avec des intérêts. Bientôt, nous aurons tellement d'argent que tu pourras étudier même à Oxford. Patiente juste un peu. »« Investissement », répéta Thomas avec un sourire amer, dans lequel je reconnus avec horreur le mien. « Tu as volé mon argent pour le donner à ton entreprise. »« N'ose pas me parler comme ça », cria Claire en frappant la table de la paume. « Je suis ta mère, je fais tout pour vous. Espèce de petit ingrat. » Thomas se leva lentement de table. Il devint soudain très adulte, plus grand, plus large d'épaules. Il regarda sa mère comme s'il la voyait pour la première fois de sa vie. Et ce spectacle lui était répugnant. « Je ne resterai pas avec toi, » dit-il doucement. « Je pars avec papa. Je n'ai pas besoin de tes intérêts. J'ai simplement honte que tu sois ma mère. » Il se retourna et sortit de la cuisine. Claire restait assise, haletant, comme un poisson jeté sur la berge. Son visage se couvrit de taches rouges. Le coup avait atteint sa cible, mais au lieu du repentir, c'est la colère qui s'éveilla en elle, la réaction défensive d'un égoïste. « Eh bien, partez tous les deux, » cracha-t-elle à mon visage. « 2 ratés, vivez dans votre misère, et moi je serai heureuse. Tu entends? Je serai heureuse pour vous faire enrager. Signe les papiers et que je ne vois plus jamais vos têtes. » « Je signerai, » dis-je en me levant. « Je te donne tout, Claire. L'appartement, la voiture, les comptes et l'entreprise. Toute l'entreprise jusqu'au dernier trombone. Je ne veux qu'une chose, que tu disparaisses de ma vie. » Les jours suivants passèrent dans une sorte de brume fébrile. Je faisais mes bagages, pas de meubles, pas de matériel. Je prenais seulement des vêtements, des outils, des livres et des documents. Thomas emballait ses manuels et son ordinateur. Nous emballions notre vie dans des cartons, exactement comme Claire emballait nos affaires dans le garage. Sauf que nous le faisions ouvertement. Pendant ce temps, mon avocat Georges préparait le texte final de l'accord. C'était un chef-d'œuvre juridique. Sur la première page, en gros caractères, était énuméré ce que Claire recevait. Appartement à telle adresse, véhicule de telle marque, fonds sur tel compte. Cela ressemblait à une victoire totale de Claire. Mais à la 3e page, dans la section « Droit corporatif », se trouvait le paragraphe 4,2, rédigé dans le langage juridique standard que Claire, aveuglée par la cupidité, n'analyserait probablement pas avec un avocat. Il y était dit: la partie 2, Claire, devient l'unique associé de la SARL Steel Projet et assume tous les droits et obligations de la société, y compris la responsabilité exclusive de toutes les obligations de dettes actuelles et futures, les contrats de crédit, les arriérés fiscaux, les amendes et pénalités, survenus aussi bien avant qu'après la signature du présent accord. La partie 1, marque, sort complètement de la composition des associés et est libérée de toute responsabilité subsidiaire. Plus simplement, en prenant l'entreprise, elle prenait aussi sa faillite. Elle prenait ces mêmes 65 000 € de dettes dont elle ne connaissait qu'une partie, et les crimes fiscaux dont elle ne se doutait peut-être même pas, parce qu'elle faisait confiance à Dimitri pour la comptabilité. Quand nous nous rencontrâmes chez le notaire pour l'accord préalable,
Claire jeta à peine un coup d'œil au texte. Elle feuilleta les pages, vit appartement à Claire, voiture à Claire, entreprise à Claire, et sourit avec avidité. Enfin, tu agis en homme, menaça-t-elle en signant le brouillon. Tu as compris que tu ne pouvais pas assumer ce niveau. Oui, acquiesçai-je, regardant comment elle a posé sa signature sous sa propre condamnation. J'ai compris que ce niveau, je ne pouvais pas l'assumer. Le soir, avant le tribunal, j'entrai dans notre chambre, pour la dernière fois. Claire parlait au téléphone sur le balcon. La porte était entr'ouverte, et j'entendais sa voix heureuse. « Oui, Dimitri, tout est prêt. Demain, c'est le tribunal. Il a tout signé. L'appartement est à nous, l'entreprise complètement à moi. Pas d'associé. Nous pourrons prendre ce crédit garanti par le chiffre d'affaires dont tu parlais. Nous sommes libres, mon amour. » Je me tenais dans l'obscurité de la pièce et je ressentais une étrange vacuité. Plus de colère, plus de douleur. Seulement la sensation que j'observais quelqu'un qui sautait en courant dans une piscine vide, persuadé qu'il y avait de l'eau dedans. Je voulais l'arrêter. Non. Au moment où elle avait appelé notre fils un investissement et moi un fardeau, elle avait elle-même vidé l'eau de cette piscine. Je sortis de la chambre, fermai la porte et allai à la cuisine où Thomas buvait du thé. Nous étions assis en silence à la lueur d'une petite lampe. L'appartement était rempli de cartons. « Demain, on ne sera plus là, papa ?» demanda Thomas doucement. « On aura assez d'argent pour la location ?» J'ai un peu mis de côté. Je faisais du freelance. Je posai ma main sur son épaule. « Ça suffira, mon fils. J'ai des mains, j'ai une tête. La retraite bientôt. Et je ne compte pas quitter mon travail. On s'en sortira. L'important, c'est qu'on n'ait pas perdu notre conscience. L'argent, c'est une question de temps. Tu vas vraiment tout lui donner ? » Il n'arrivait toujours pas à y croire. « Je lui donne ce qu'elle demande, répondis-je. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis ces mois, je me permis un faible sourire. Parfois, Thomas, le cadeau le plus terrible, c'est de donner à quelqu'un exactement ce qu'il veut, mais avec tous les défauts cachés. L'audience arriva. Je me rasai, me regardai dans le miroir et dis à mon reflet « Tiens bon, Marc, il reste 2 heures. » Nous sortîmes de la maison, laissant les clés sur la commode. Devant nous se trouvait le final, le moment de vérité, quand les faits devaient se confronter aux illusions. J'étais prêt. Le piège était armé, et Claire avait déjà levé le pied au-dessus. L'audience commença à 10 heures précises, mais il me semblait que le temps dans cette salle étouffante, tapissée de panneaux plastiques bon marché, s'était arrêté, se transformant en une substance visqueuse et grise. Le juge, cet homme au visage fatigué dont j'ai déjà parlé, feuilletait notre dossier avec l'air de quelqu'un qui a vu des milliers de divorces pareils et sait d'avance comment tout finira. À ma gauche était assis Georges, calme et immobile comme un roc. Seuls ses doigts tapotaient à peine perceptiblement sur l'épaisse chemise de documents posée devant lui. En face était assise Claire avec son avocate, maître Irène Petit-Sorel, une dame à la coiffure impeccable et au regard de prédateur, qui comptait manifestement terminer cette affaire en une demi-heure et partir déjeuner en victorieuse. Claire rayonnait. C'était une sorte de rayonnement maladif, fiévreux. Elle gigotait sur sa chaise, chuchotait avec son avocate et me lançait de brefs regards triomphants. Elle se voyait déjà libre, riche propriétaire d'une entreprise prospère et d'un bien immobilier de standing. Elle ne remarquait pas qu'elle était assise sur un baril de poudre et que la mèche se consumait déjà à ses pieds. « Madame la demanderesse, confirmez-vous vos prétentions ?» demanda le juge d'un ton monotone sans lever les yeux des papiers. « Vous insistez sur le transfert complet des droits de propriété de l'appartement, du véhicule et de 100% du capital social de la SARL Steel Projet en votre faveur ?» Claire bondit de sa chaise.
comme une bonne élève prête à réciter sa leçon. Oui, votre honneur, je confirme entièrement. C'est mon entreprise. C'est moi qui l'ai créée et je veux la gérer seule. Mon mari, elle fit une pause, cherchant un mot plus doux pour paraître noble. Marc n'a jamais participé aux affaires de l'entreprise. Il est loin du design et de la gestion. Il n'en a pas besoin. Le juge tourna son regard vers moi. Monsieur le défendeur, êtes-vous d'accord avec ces conditions? Vous comprenez que de fait vous restez sans les biens acquis en commun, à l'exception de vos effets personnels? Je me levai lentement. Ma gorge était sèche, mais je me forçais à parler clairement pour que chaque mot s'imprime dans le procès-verbal. Oui, votre honneur, je suis d'accord. Je veux que mon ex-épouse reçoive exactement ce qu'elle demande. Tout ce qu'elle a énuméré doit lui appartenir. Maître Petit-Sorel leva un sourcil avec étonnement. Elle s'attendait manifestement à un combat, à des disputes, à des marchandages pour chaque chaise. Ma capitulation lui parut suspecte, mais la cupidité de sa cliente l'emportait, et elle décida de ne pas chercher le piège là où elle voyait la victoire. Dans ce cas, le juge poussa vers nous les exemplaires de l'accord amiable. Je demande aux parties de sceller l'accord par leur signature. Claire signa la première. Elle le fit avec panache, avec assurance, presque sans regarder le texte, comme si elle signait un autographe à un fan. Je savais qu'avec cette signature, je ne donnais pas simplement un appartement, je refermais le piège. Je regardais Claire. Elle souriait. Dans ce sourire, il n'y avait pas une once de regret pour nos 27 ans de mariage. Il n'y avait que la joie d'avoir enfin largué le fardeau. J'expirai et apposai ma signature. « L'accord est signé », annonça le juge. « Le tribunal approuve les conditions. Votre honneur, 1 minute. » Soudain retentit la voix profonde et calme de Georges. Il se leva de son siège, tenant dans ses mains cette fameuse chemise épaisse. Un silence tendu s'installa dans la salle. Le sourire sur le visage de Claire vacilla. Maître Petit-Sorel se raidit comme un chien de chasse ayant flairé une bête. Conformément au paragraphe 8 de l'accord signé, tous les engagements de la SARL Style Projet passent à la demanderesse, prononça Georges à voix haute. Pour éviter les malentendus à l'avenir et fixer l'état des affaires au moment du transfert, nous demandons de joindre au dossier l'acte d'audit financier de l'entreprise, ainsi que les copies des notifications de dette que la partie défenderesse a consciencieusement rassemblées à partir de sources ouvertes et de la messagerie professionnelle. Georges s'approcha du bureau du juge et posa devant lui une pile de documents. Il tendit une copie à l'avocate de Claire. Maître Petit-Sorel prit les papiers avec une nonchalance professionnelle, mais dès que son regard tomba sur la première page, son visage changea. Le masque de supériorité ennuyé s'envola instantanément. Elle pâlit, ses yeux se mirent à courir sur les lignes. « Qu'est-ce que c'est » chuchota-t-elle, mais dans le silence de la salle, cela résonna comme un cri. « C'est, chère consoeur, le registre des engagements actuels de l'entreprise que votre cliente a si instamment voulu prendre pour elle. » expliqua poliment Georges. Arriéré fiscal de l'année dernière, confirmé par l'acte de rapprochement, procès des fournisseurs de meubles pour une somme de 8 000 €. Réclamation du bailleur de l'entrepôt pour 12 000. Et le plus intéressant, les relevés des comptes professionnels. Claire, sentant le malaise, arracha les papiers des mains de son avocate. « Quelle dette? De quoi vous parlez ?» Sa voix se brisa en aigu. « J'ai une entreprise prospère, c'est une erreur. » « Regardez page 5, Madame Claire Dupont, » suggéra Georges calmement, comme lors d'une conférence. Là est reflété le virement du 14 février de 25 200 €, des fonds provenant, à notre connaissance, du Fonds éducatif familial. Claire se figea. « Et regardez la ligne suivante, » continua Georges sans pitié. 15 février. Retrait d'espèces au distributeur. Personne ayant effectué l'opération.
Orlov Dimitri Alexandrovitch. Motif: avance. Il n'y a aucun justificatif de dépenses confirmant de retour des fonds ou leur utilisation à des fins déterminées en comptabilité. De fait, cet argent a été sorti de la circulation et approprié par un tiers. Et puisque vous êtes maintenant l'unique propriétaire, la responsabilité de ce manquant et des impôts sur cette somme vous incombe exclusivement. Claire regardait le document, et je voyais comment son monde s'écroulait. Elle voyait ces chiffres. Elle voyait le nom d'Orlov à côté de la somme retirée. « Dimitri », chuchota-t-elle du bout des lèvres. « Mais il a dit qu'il avait payé le loyer. » Elle leva les yeux vers moi. Il n'y avait plus de triomphe dans ses yeux. Il y avait la terreur animale de quelqu'un qui vient de comprendre qu'il se tient sur l'échafaud et que la corde est déjà autour de son cou. « Tu savais » souffla-t-elle. « Tu savais tout ?»« Je suis ingénieur, Claire, » répondis-je doucement, la regardant droit dans les yeux. J'ai l'habitude de vérifier les structures porteuses avant de signer le procès-verbal de réception. Tu voulais cette entreprise, tu l'as eue avec toutes les fissures, la pourriture et les dettes. Maître Petit-Sorel, avocate expérimentée, évalua instantanément l'ampleur de la catastrophe. Elle comprit qu'on l'avait piégée, que sa cliente était en faillite et que Dimitri était un escroc qui disparaîtrait avec l'argent, laissant Claire déblayer les gravats. Elle tenta de bondir. « Votre honneur, nous retirons notre consentement. Ma cliente a été induite en erreur. Nous exigeons un réexamen des conditions. » Le juge, qui avait déjà étudié les documents présentés par Georges, retira ses lunettes et frotta l'arête de son nez. Dans ses yeux scintilla quelque chose comme de la compassion, mêlée à la dureté de la loi. « Protestation rejetée, » dit-il d'une voix ferme, devant laquelle Claire fléchit les genoux. « La demanderesse vient un instant, en ma présence et sous procès-verbal, de confirmer qu'elle était informée de l'état des affaires et insiste pour obtenir l'entreprise en propriété exclusive. Le défendeur n'a pas caché d'informations. Les documents proviennent de la base de données de l'entreprise elle-même. L'ignorance de ses propres indicateurs financiers ne libère pas de la responsabilité. L'accord est signé et approuvé par le tribunal. La décision entre en vigueur immédiatement. » Le coup de marteau résonna comme un coup de feu. Claire s'effondra sur sa chaise, se couvrant le visage de ses mains. Les papiers se dispersèrent sur le sol. Maître Petit-Sorel commença à lui chuchoter furieusement quelque chose à l'oreille, ramassant les documents, mais Claire ne l'entendait pas. Elle était assise et se balançait d'un côté à l'autre, répétant la même chose. 65 000, il les a pris. Il avait pourtant promis. Elle ne pleurait pas parce qu'elle m'avait perdu. Elle ne pleurait pas parce qu'elle avait trahi son fils. Elle pleurait parce que sa belle vie s'était avérée être un décor en carton qui s'était effondré au premier souffle de vent. Dimitri ne l'avait pas simplement utilisé. Il l'avait dépouillé et lui avait laissé des dettes qui allaient maintenant lui prendre cet appartement même et cette voiture pour lesquelles elle s'était tant battue. Je saluais le juge, me retournais et me dirigeais vers la sortie. Je ne ressentais pas de joie. La vengeance n'apporte pas de joie. Elle n'apporte que le vide et un goût lourd et amer de cendre dans la bouche. Mais je ressentais autre chose, du soulagement. L'abcès avait crevé. Le mensonge était terminé. À la porte, je me retournai une seconde. Claire était assise seule au milieu de la vaste salle. Son avocate s'était déjà éloignée d'elle, clarifiant quelque chose auprès de la greffière. Mon ex-femme avait l'air petite, pitoyable et infiniment seule, cette même vieille femme au bord de l'auge brisée du comte. Sauf que cette auge, elle l'avait brisée elle-même, de ses propres mains, pensant que c'était un carrosse doré. Je sortis dans le couloir où Thomas m'attendait sur un banc. Il bondit en me voyant, et dans ses yeux il y avait de la peur.
Alors, demanda-t-il. Tout est terminé, mon fils, dis-je en posant ma main sur son épaule. Nous sommes libres. Et maman? Demanda-t-il doucement. Maman a obtenu ce qu'elle voulait, répondis-je. Viens, nous devons construire une nouvelle vie, cette fois sur des fondations honnêtes. J'inspirais à plein poumon l'air frais, et pour la première fois depuis de longs mois, je sentis que je pouvais respirer. Mais je ne savais pas encore que la principale épreuve, l'épreuve du pardon et le point final dans le destin de Claire, nous attendait devant. Les premières semaines de notre nouvelle vie se passèrent au rythme de la pluie qui tambourinait sur la toiture métallique bon marché du balcon de notre appartement en location. C'était un petit 2 pièces en banlieue, dans un immeuble que mes collègues ingénieurs appellent une tour des années 70 en fin de vie. Ça sentait les pommes de terre frites du voisin dans la cage d'escalier et l'humidité de la cave. Mais pour Thomas et moi, cet air semblait plus doux que celui des Alpes. Nous n'avions pas de lit, nous dormions sur des matelas gonflables. Nous n'avions pas de table à manger, nous mangions assis par terre, utilisant des cartons de livres retournés comme meubles. Ce premier soir après le tribunal, nous avions acheté au magasin du coin le poulet rôti le plus simple, une baguette de pain noir et un paquet de thé. Nous étions assis par terre dans la cuisine vide, déchirant le poulet chaud avec les mains, trempant le pain dans la sauce, et nous nous taisions. Dans ce silence, il n'y avait plus de tension. C'était le silence après la bataille, quand la canonnade s'est tue, et que tu te réjouis simplement d'être en vie. Thomas me regarda en s'essuyant les doigts gras avec une serviette et demanda soudain, me regardant droit dans les yeux, « Papa, tu ne regrettes pas? Enfin, l'appartement? Tu l'avais rénové de tes propres mains. » Je bus une gorgée de thé chaud dans ma tasse et répondis honnêtement, « Les murs ne sont que de la brique et du béton, Thomas. On peut recoller du papier peint, acheter des meubles, mais l'honneur et le respect de soi ne se vendent pas au magasin. Je lui ai donné des objets pour nous sauver, toi et moi. Je considère ça comme le prix de la sortie d'un bâtiment en flammes. » Les nouvelles sur l'effondrement de l'Empire de Claire commencèrent à me parvenir quelques semaines plus tard. Notre ville n'est pas si grande, et dans le milieu de la construction et de l'immobilier, les rumeurs se propagent plus vite qu'un feu de forêt. Le scénario que Georges et moi avions calculé commença à se réaliser avec une précision mathématique effrayante. Dès que Claire entra dans ses droits d'unique propriétaire, l'avalanche s'abattit sur elle. Les fournisseurs de meubles, comprenant qu'on ne pourrait plus les nourrir d'excuses, déposèrent une plainte collective et firent saisir les comptes de l'entreprise. L'administration fiscale, ayant reçu nos documents, lança un contrôle fiscal approfondi et bloqua les opérations jusqu'à éclaircissement des circonstances sur les montages frauduleux. Mais le coup le plus terrible, celui qui l'acheva définitivement, ne vint pas des organismes d'État. Il vint de la personne pour qui elle avait tout manigancé. Quand les problèmes commencèrent, Claire se rua naturellement vers Dimitri. Elle l'appelait, espérant que lui, en tant qu'homme d'affaires prospère et son futur mari, réglerait les questions, apporterait une caution, aiderait avec de l'argent, cet argent même qu'il avait retiré de la carte de son fils. Mais le téléphone de l'abonné D était éteint. Un jour, 2, une semaine. Dimitri avait disparu. Il s'était évaporé comme la brume du matin, avec l'argent liquide de Thomas et les restes des fonds de roulement de l'entreprise. C'était un parasite professionnel. Dès que l'organisme donneur commença à mourir, il se détacha simplement et partit chercher une nouvelle victime. Le dénouement de ce drame amoureux arriva début avril, et c'est une connaissance commune qui me le raconta, ayant été témoin par hasard d'une scène à la banque. Claire essayait de comprendre où était parti l'argent, et dans son désespoir, elle trouva le numéro de la femme de Dimitri, cette même Katia de la photo. Claire était persuadée que Dimitri était divorcé, que Katia était du passé. Elle l'appela pour peut-être faire un scandale ou retrouver le fiancé disparu,
et reçut une réponse qui probablement résonnera dans ses oreilles jusqu'à la fin de sa vie. Katia ne cria pas. Elle envoya simplement à Claire un court message et un scan de passeport avec le tampon de mariage et ajouta « Dimitri et moi ne sommes pas divorcés et ne comptons pas l'être. Il m'a tout raconté. Il a dit que tu étais une cliente folle qui le harcelait et lui imposait ton argent. Merci pour le cadeau d'anniversaire. On s'est acheté une nouvelle voiture. Ne rappelle plus ici, sinon je porte plainte pour extorsion. » À ce moment-là, tout s'effondra pour Claire. Pas simplement l'entreprise, pas simplement l'argent. L'illusion s'effondra, celle pour laquelle elle avait trahi son mari et son fils. Elle comprit qu'elle n'avait pas été une femme aimée, pas une partenaire, mais simplement un portefeuille sur pattes. Une femme vieillissante dont on s'était servi et qu'on avait jetée sur le bas-côté comme un mouchoir usagé. On me dit qu'on l'avait vue après. Elle avait vieilli de 10 ans en 1 mois. Elle vendait notre voiture pour fermer au moins une partie des dettes fiscales. L'appartement, celui-là même pour lequel elle s'était battue au tribunal, fut mis en vente urgente, parce que les huissiers inventoriaient déjà les biens. Elle resta seule dans un appartement vide au milieu de cartons, exactement comme elle avait prévu de nous laisser autrefois. Le cercle était bouclé. Je ne jubilais pas, honnêtement. Quand j'appris cela, je ressentis seulement une tristesse sourde et lancinante. J'avais pitié de cette Claire que j'avais aimée il y a 20 ans, mais cette femme n'existait plus. Et notre vie continuait. Thomas et moi apprenions à vivre à nouveau. Je prenais des petits boulots, je faisais des plans d'architecte la nuit. Thomas trouva un emploi de coursier après les cours, pour ne pas me demander d'argent de poche. C'était dur. L'argent manquait cruellement. Nous économisions sur la nourriture, nous portions de vieilles vestes. Parfois le soir, en regardant mon fils fatigué, je ressentais une pointe de culpabilité. Avais-je bien fait? Peut-être aurais-je dû me battre pour l'argent, le récupérer avec les dents? Mais la réponse vint à mi-avril. Ce jour-là, je rentrais du travail tard, fatigué comme un chien. Dans l'appartement, ça sentait bon. Thomas avait fait frire des pommes de terre. Il m'accueillit dans le couloir, et je compris tout de suite que quelque chose s'était passé. Il se tenait adossé au chambranle de la porte. Ses mains tremblaient, et ses yeux brillaient d'un éclat fiévreux et malsain. Dans ses mains, il tenait une enveloppe blanche épaisse. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, sentant mon cœur manquer un battement. « Encore une facture? Une amende ?»« Papa !» Sa voix se brisa. « C'est arrivé. Ouvre. » Je pris l'enveloppe. C'était une lettre de l'université, celle-là même où il rêvait d'entrer, mais pour laquelle nous avions perdu espoir à cause du fonds volé. Je déchirai le papier de mes doigts engourdis. « Cher Monsieur Thomas Dubois, après examen de votre dossier, des résultats de l'Olympiade et de votre lettre de motivation, la commission d'admission a pris la décision. » Les lettres sautaient devant mes yeux. Je clignais des yeux, me concentrais. A pris la décision de vous inscrire en formation gratuite avec versement d'une bourse académique majorée. Je laissai tomber la lettre. Mes jambes se dérobèrent et je m'assis directement sur le meuble à chaussures. « Formation gratuite ?» répétai-je d'une voix rauque. « Gratuite ?»« Entièrement » souffla Thomas et sourit soudain largement, comme un enfant, comme il n'avait pas souri depuis 6 mois. « Et une bourse, papa? Ça suffira. Je vais entrer sans son argent. Tout seul. » Je me levai et serrai fort mon fils dans mes bras. Nous nous tenions dans le couloir étroit de l'appartement en location, 2 hommes adultes, et nous nous tapions dans le dos, avalant nos larmes. À ce moment-là, je sentis enfin se relâcher en moi ce ressort qui était bandé depuis 8 mois. On peut voler de l'argent, on peut sortir des meubles, on peut prendre un appartement, mais on ne peut pas voler ce qui est à l'intérieur. On ne peut pas voler le caractère, le cerveau et la conscience. Claire avait volé à son fils 25 200 €, pensant le priver d'avenir. Mais en réalité, elle lui avait offert quelque chose de plus important.
Elle lui avait offert de la rage, de la persévérance, et la compréhension que dans cette vie, on ne peut compter que sur soi et sur sa famille. Et il avait réussi. Il l'avait vaincu non pas au tribunal, mais ici, dans cette lettre. 2 ans ont passé. Nous vivons toujours à 2, mais maintenant dans un appartement avec crédit immobilier, petit, mais à nous. Thomas étudie avec excellence, travaille comme assistant architecte. Nous nous souvenons parfois de cette histoire, mais déjà sans douleur, comme d'une maladie guérie, après laquelle l'organisme n'est devenu que plus fort. De Claire, je ne sais presque rien. J'ai entendu dire qu'elle était partie chez une lointaine parente à la campagne, qu'elle travaille comme vendeuse. Thomas ne communique pas avec elle. Il a dit « J'ai pardonné, papa, mais je ne veux pas communiquer. J'ai un père, ça suffit. » Parfois, il semble aux gens que la justice, c'est une vengeance bruyante. C'est quand le méchant tombe d'une falaise sur une musique épique. Mais moi, en tant qu'ingénieur, je sais, la vraie justice fonctionne plus silencieusement. C'est simplement de la physique, de la résistance des matériaux. Si tu construis ta vie sur le mensonge, sur des poutres pourries, avec des matériaux volés, le bâtiment s'effondrera non pas parce que quelqu'un le pousse, mais sous son propre poids. On ne peut pas tromper la loi de la gravité. Claire voulait une vie facile et belle aux dépens d'autrui, et la gravité a remis les choses à leur place. Et nous avons simplement retiré les étais, et nous sommes écartés pour ne pas être ensevelis sous les décombres. J'ai compris une chose simple que je veux partager avec vous. Prenez soin de ceux qui sont à vos côtés quand vous n'avez rien d'autre que des dettes et des problèmes. Parce que ce sont précisément ces gens qui sont vos vraies fondations. Et tout le reste, les objets, l'argent, le statut, ce ne sont que des décors qui changent en un instant. Mes amis, merci d'avoir écouté ma confession. Ça n'a pas été facile pour moi de raconter ça. Et vous, qu'en pensez-vous? Existe-t-il dans la vie cette justice supérieure? Ou Thomas et moi avons-nous simplement eu de la chance et le mal reste plus souvent impuni? Partagez vos histoires dans les commentaires. Vous est-il arrivé de voir la vie elle-même punir les offenseurs sans votre participation? Discutons-en.